Le téléphone a sonné un mardi, très exactement 3 semaines avant le mariage. C'était mon fils aîné, et sa voix a vacillé avant de me dire que, si cela ne me dérangeait pas, il vaudrait mieux que je ne vienne pas à la cérémonie. Il n'a pas utilisé ces mots exacts, bien sûr. Les enfants qui ont le culot de faire ce genre de choses ont rarement le courage d'employer les mots exacts. La vérité nue est trop lourde à porter quand on la prononce à voix haute. Ce qu'il m'a dit, avec cette voix artificielle de quelqu'un qui a répété son discours ou qui récite le texte d'un autre, c'est que le mariage serait un événement de la très haute société, que les invités de la famille de la mariée appartenaient à un certain milieu, que le protocole serait très strict et qu'il ne voulait pas que je me sente mal à l'aise ou pas à ma place. Et il a terminé en suggérant qu'il serait tellement mieux de fêter ça rien que tous les deux, autour d'un petit dîner de famille, quelque chose de plus intime, après leur lune de miel. Je suis resté dans un silence absolu, le genre de silence qui remplit une maison entière. Je lui ai demandé, en détachant chaque syllabe, s'il était en train de m'interdire de venir au mariage de mon propre fils. Il a bafouillé. Il a dit que ce n'était pas ça du tout. Il a dit que c'était pour le bien de tout le monde, que comme je suis sa mère, je devais comprendre. Je n'ai pas compris. Je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans. J'ai travaillé dans les ateliers d'une usine textile pendant 28 ans au service du contrôle qualité, à inspecter chaque mètre de tissu pour m'assurer qu'il n'y ait pas le moindre défaut. Je sais parfaitement faire la différence entre ce qui a de la valeur et ce qui n'est que du toc. J'ai élevé 2 garçons toute seule après que leur père a quitté la maison. L'aîné avait 8 ans, le cadet en avait 5. L'aîné, c'est Antoine, qui s'est marié en avril. Le cadet, c'est Julien, qui ce jour-là a prouvé de quel bois il était fait, en se tenant à mes côtés sans même que j'aie besoin de le lui demander. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai une chose à vous demander. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans ce que nous, les femmes mûres, vivons et passons sous silence, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires vraies de femmes comme vous. Des histoires qu'on n'entend nulle part ailleurs, qui font mal, qui libèrent et qui nous prouvent que nous ne sommes pas seuls. Le bouton est juste en dessous. Et maintenant, je vous dis tout. La mariée s'appelle Charlotte. Je l'ai rencontrée 2 ans avant le mariage, lors d'un dîner qui a duré très exactement 1 heure et demie. 1 heure et demie pendant laquelle Charlotte a monopolisé la conversation en parlant de ses voyages à Dubaï, de la société d'import-export de son père et des plans de l'architecte pour le duplex qu'elle et Antoine allaient acheter. Elle a été cordiale avec moi, mais avec cette gentillesse en plastique que certaines personnes utilisent pour s'adresser à ceux qu'elles considèrent comme hiérarchiquement inférieurs. Une politesse creuse qui ne demande aucun effort, car il n'y a absolument aucun respect réel derrière. Ce soir-là, Antoine m'a présenté en disant « Ma mère a travaillé dans les tissus ». Il n'a pas dit que je l'avais élevée seule. Il n'a pas dit que je m'étais brisé le dos et abîmé les mains pendant 28 ans pour payer son école d'ingénieur. Il a dit que j'avais travaillé dans les tissus, avec le même ton banal qu'on utiliserait pour annoncer qu'il va pleuvoir demain. Je l'ai remarqué, mais j'ai ravalé ma fierté et je n'ai rien dit. Dans les mois qui ont suivi, les voyants rouges ont commencé à clignoter. Ces signaux que nous, les mères, rangeons dans un tiroir sombre de notre cœur, en priant pour avoir tort. Charlotte ne m'a jamais appelé directement. Tout passait toujours par Antoine. Toutes les décisions pour le mariage ont été prises comme si je n'existais pas. Quand j'ai proposé mon aide, on m'a répondu que la wedding planner gérait déjà tout. Quand j'ai suggéré de préparer quelques pâtisseries fines pour la réception, et sans vouloir me vanter, j'ai un don pour la pâtisserie. Charlotte a fait dire à Antoine que le traiteur était international et que mélanger les choses ferait désordre. Le coup de téléphone de mon fils, 3 semaines avant la fête,
n'a pas été un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages. Ce fut le coup de grâce d'une humiliation dessinée au crayon de papier pendant 2 ans. Après qu'il a raccroché, je suis restée assise sur la chaise de la cuisine. Le temps a perdu son sens. J'ai pensé à Antoine quand il avait 8 ans, et à la façon dont il s'était agrippé à moi la nuit où son père est parti. Il n'avait rien dit, car à 8 ans, on n'a pas les mots pour exprimer l'abandon. Mais le corps sait exactement où trouver son encre. J'ai pensé à son uniforme d'école que j'avais raccommodé 20 fois à l'aube, sous une ampoule jaunâtre, parce que l'argent suffisait à peine pour manger. J'ai pensé à lui, révisant son baccalauréat sur cette même table de cuisine, pendant que je repassais le linge des autres pour payer ses cours de soutien. Et après avoir repensé à tout cela, la voix de mon fils a résonné dans ma tête, ayant honte de moi, me demandant de me cacher. J'ai beaucoup réfléchi cet après-midi-là. Et puis, j'ai appelé ma belle-fille Sophie, la femme de Julien. Sophie est une femme de caractère, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et pour qui j'ai une affection profonde, justement parce qu'elle ne porte pas de masque. Je lui ai raconté ce qu'Antoine avait fait. Elle a tout écouté dans un silence absolu. Quand j'ai terminé, elle m'a dit seulement 4 mots qui ont changé le cours de cette histoire. « Vas-y quand même ». 4 jours avant la cérémonie, le téléphone a de nouveau sonné. C'était ma petite-fille Camille, la fille aînée de Julien. À 19 ans, Camille a cette audace indomptable de la jeunesse, cette indignation féroce face à l'injustice que les adultes ont tendance à anesthésier. Elle pleurait de rage. Elle m'a raconté qu'elle avait surpris une dispute entre Antoine et Charlotte à mon sujet, que c'était Charlotte qui avait exigé que je ne vienne pas, qu'elle avait dit, noir sur blanc, que ma présence allait faire tache au milieu des amis de sa mère. Antoine avait vaguement hésité, mais Charlotte lui avait mis la pression. Le mot que ma future belle-fille a utilisé pour décrire ma façon de m'habiller était « ringarde ». Camille m'a rapporté ça avec la voix brisée, voulant défendre sa grand-mère. Cette loyauté m'a réchauffé le cœur. J'ai souri. Je lui ai dit que je l'aimais de tout mon cœur. Et j'ai ajouté « Ne t'en fais pas, ma chérie. Tout va bien se passer. » J'ai raccroché, je me suis dirigé vers mon armoire et j'en ai ouvert les portes. J'avais une robe que j'avais achetée 3 ans auparavant. Une robe bleu marine, coupe droite, d'un tombé impeccable. Une ancienne collègue de l'usine m'avait appris une technique de broderie invisible, et j'avais moi-même brodé un détail subtil et extrêmement élégant sur le décolleté, car j'estimais que le vêtement méritait un supplément d'âme. C'était une robe simple, mais magistrale. Et comme je l'ai dit, après 28 ans à inspecter des fils, je sais parfaitement reconnaître ce qui a de la valeur et ce qui n'est qu'une étiquette hors de prix. J'ai enfilé la tenue et je me suis regardée dans le miroir de ma chambre. J'étais éblouissante, mais pas éblouissante comme les bourgeoises qui allaient parader à cette réception. J'étais éblouissante pour ce que je suis, une matriarche de 72 ans, la colonne vertébrale bien droite, le regard inflexible de celle qui ne doit rien à personne et qui n'a certainement pas besoin de la permission d'une petite fille gâtée pour assister au mariage de son propre fils. Le jour J, je me suis préparé seul. J'ai mis ma robe bleu marine. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma mère. Je me suis coiffé moi-même avec la dignité de celle qui se couronne. Et j'ai commandé un taxi pour la paroisse la plus huppée de la ville. Julien m'attendait sur le parvis. Il savait ce qui se tramait. Nous en avions parlé brièvement la veille au soir. Nous n'avons pas besoin de faire de grands discours. Depuis que leur père les a abandonnés, Julien a appris à lire mes silences. Il sait que lorsque je me tais, ce n'est jamais par soumission, mais parce que je place mes pions sur l'échiquier avant de frapper. Il m'a offert son bras, et nous sommes entrés ensemble. L'église était un scandale de luxe, une de ces superproductions
avec des cascades d'orchidées tombant du plafond, des photographes perchés sur des grues et une liste d'invités qui ressemblait au public d'un défilé de mode. Je ne connaissais presque personne. J'ai remonté l'allée centrale au bras de mon fils cadet. Nous sommes allés nous asseoir dans l'une des rangées tout près de l'hôtel. Pas la première rangée, bien sûr, car là, les places étaient nominatives, avec de petits cartons en calligraphie dorée, et mon nom n'avait pas été imprimé. Mais je me suis assise juste derrière, parfaitement en vue. Le moment où Antoine est entré par la porte latérale et m'a aperçu, à ce moment-là, je le garderai en mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Son visage a été traversé par une succession d'émotions au ralenti. D'abord, le choc. Ensuite, une terreur absolue qui l'a cloué sur place. Et finalement, quand nos regards se sont croisés frontalement, ce qui s'est abattu sur ses épaules, c'est la honte pure, la honte cuisante. Il a baissé les yeux. Il n'est pas venu me parler. La cérémonie a commencé. Personne ne m'a demandé de partir, parce que personne, aussi riche ou snob soit-il, n'a le courage de faire expulser la mère du marié devant 500 personnes de la haute bourgeoisie. Charlotte m'a vu, alors qu'elle s'avançait vers l'autel au bras de son père. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, mais j'ai capté l'instant précis où son sourire de couverture de magazine s'est fissuré. Elle m'a vu assise là, impériale dans mon bleu marine. Ses yeux ont craché une haine sourde, mais elle a dû continuer à marcher, car le spectacle devait continuer. Elle a dû me ravaler. La cérémonie était belle. Je dis cela sans la moindre ironie. Antoine a pleuré devant l'autel, comme le font les hommes qui aiment, même lorsqu'ils sont trop lâches pour prouver cet amour. Je l'ai regardé se marier avec les yeux complètement secs. J'avais déjà pleuré toutes les larmes de mon corps dans la cuisine de mon appartement. Sur ce banc d'église, il ne restait plus aucune trace de tristesse, juste la présence inébranlable d'une mère qui avait décidé que sa dignité n'était pas négociable. Lors de la réception, le champagne français coulait à flots. Antoine s'est approché de moi une seule fois, presque clandestinement, pendant que Charlotte posait pour des photos avec ses amis. Il m'a regardé, fébrile, et a murmuré « Maman, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Je l'ai jaugé de la tête aux pieds. « Je sais. » Il a hésité. « Pourquoi es-tu venu ?» J'ai répondu la seule chose qui comptait. « Parce que tu es mon fils, Antoine. » Et aucun appel téléphonique lâche de 3 minutes n'effacera ça. Si un jour, quand tu seras devenu un homme, un vrai, tu veux avoir une conversation honnête sur ce que tu as fait, la porte de ma maison te sera ouverte, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des invités très importants à flatter. Je lui ai tourné le dos et je suis retourné à la table où Julien, Sophie et Camille m'attendaient avec des sourires complices. J'ai fait honneur au somptueux buffet international. J'ai trinqué avec des coupes en cristal. J'ai dansé une chanson entière avec Julien, en éclatant d'un rire qui a résonné dans la salle et attiré les regards curieux de ces dames patronesses. Et quand j'ai estimé que la fête ne m'apportait plus rien, j'ai commandé mon taxi et je suis parti. Je suis parti avec ma robe intacte, mes perles et l'âme légère. C'est ainsi qu'une reine se retire. Cela fait 4 mois maintenant. Antoine et moi nous sommes parlé 3 fois. Des appels expéditifs, glaciaux, pour parler de la météo ou de la santé. L'éléphant blanc est toujours au milieu du salon, gigantesque, car la honte l'empêche encore de me demander pardon. Charlotte ne m'a jamais appelé, et je me fais un devoir d'ignorer son existence. Je ne sais pas comment cette histoire va se terminer. Je ne sais pas si un jour il se réveillera de ce sortilège de superficialité, ou si la distance entre nous va se transformer
en l'une de ces fissures définitives que le temps change en abîme. Je n'en sais sincèrement rien, mais d'une chose, je suis absolument certain. Je ne me suis pas écrasé. Je suis allé au mariage de mon fils. J'ai occupé l'espace qui m'était dû. J'ai forcé la femme qui me méprisait à supporter ma présence le jour le plus important de sa vie. Personne ne m'a humilié, car je ne leur en ai pas donné le pouvoir. Dans le taxi du retour, Julien a brisé le silence pendant que nous regardions les lumières de la ville défiler. Il a serré ma main et a dit « Maman, tu étais, et de très loin, la femme la plus distinguée de toute cette soirée. » Je n'ai rien répondu, mais il avait raison, parce que l'élégance, mes amis, ça ne s'achète pas dans les boutiques de luxe. La véritable élégance, c'est de refuser de baisser la tête quand le monde entier essaie de vous mettre à genoux. Quelqu'un a-t-il déjà essayé de vous rabaisser ou de vous faire sentir de trop dans un endroit qui vous revenait de droit? Avez-vous courbé l'échine ou avez-vous enfilé votre armure pour y aller quand même? Racontez-le-moi dans les commentaires. Je veux lire l'histoire de chacune d'entre vous. Et si vous connaissez une femme qui se fait diminuer par sa propre famille, envoyez-lui cette vidéo. Parfois, voir qu'une autre femme a marché sur ces mêmes épines en gardant la tête haute, c'est tout ce dont on a besoin pour se relever.